publication toute fraîche d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, oui. Désolé pour les... Vous nous avez vu, on a failli pas avoir de conférence, on était en train de régler des petits problèmes d'affaires. Mais on est à l'heure. Tout va parfaitement. Et voilà. Donc publication, nouvelle édition d'Alice au Pays des Merveilles, dans cette collection prédestinée, Métamorphose, enfin non prédestinée en tout cas, Métamorphose, édition Soleil. En complément à cette parution et à cette rencontre, vous aurez bien entendu la visite de l'exposition au sous-sol qui vous permettront d'admirer les originaux de Benjamin Lacombe. Alors Benjamin Lacombe, vous êtes illustrateur. Oui. Aussi, avez-vous réalisé cet autoportrait? Pourtant, cette image dit que vous n'êtes pas illustrateur, mais plutôt que vous êtes illustrateur, auteur, dessinateur de bande dessinée, graphiste, sculpteur, scénographe, et je m'en tiens aux 6 bras seulement. Que vous vous apparentiez ici à une pieuvre ou à une divinité indienne. Non, mais c'était juste... c'est le seul autoportrait que j'ai fait, et c'est vrai que c'est... Voilà. J'ai voulu faire un truc un peu plus rigolo. Ce que cette image nous dit, c'est que vous êtes un créateur de multiples talents. Tels ces artistes du mouvement Arts and Crafts, je pense vous affectionnez. Cette image dit que vous travaillez sur plusieurs projets simultanément, mais aussi que vous endossez plusieurs rôles pour un même projet souvent. Elle dit aussi que vous êtes perfectionniste. D'ailleurs, toutes vos images le disent, puisqu'elles montrent une exécution irréprochable et un sens aigu du détail. Une observation qui pourrait d'ailleurs s'étendre à vos livres tant vous les maîtrisez dans toute leur composante. Car pour vous, le livre est un tout. Il est aussi un objet sophistiqué. Au-delà de l'objet livre, l'objet en tant que tel vous intéresse, celui que vous déployez en vos peuples, mais aussi ceux que vous faites fabriquer par la marque École Française, dont vous êtes doté, ou encore ceux que vous réalisez dans vos expositions, qui prennent singulièrement le nom de sculpture. Vos livres sont marqués par une élégance qui caractérise plus généralement votre univers d'auteur, lequel puise dans une inspiration venant de loin, de l'enfance, le plus souvent, mais de plus loin encore, du 19e siècle, qui est votre grande période de prédilection et peut-être le premier et principal sujet de votre œuvre. Alors, votre premier livre pour la jeunesse, Cerise Griotte, paraît en 2006, au Seuil Jeunesse. C'est un projet de fin d'études à l'ENSAL, Paris. Et vous faites partie de ces auteurs rares qui ont remporté un vif succès dès leur premier album publié. Cerise Griotte fut un événement dans le secteur. Il est publié l'année suivante par Walker Books aux États-Unis et est nommé par Time Magazine comme l'un des 10 meilleurs livres jeunesse de l'année 2007 aux États-Unis. Ce qui fait de vous aussi l'un des rares auteurs pour la jeunesse française à mener une carrière à l'international, travaillant avec de multiples éditeurs et non des moindres à travers le monde. D'autres publications suivent et marquent une collaboration avec Sébastien Pérez, qui est votre grand collaborateur pour des ouvrages qui, chaque fois, innovent dans le genre choisi. Et oui, en tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal... Bon, là, on vient pour un livre avec Lewis Carroll, mais on s'était dit qu'on parlerait un petit peu de ce qui a amené, en fait, jusqu'à Alice au Pays des Merveilles. Donc déjà, merci beaucoup pour cette présentation qui... moi, je sais, voilà, c'est très gentil et je sais pas où me mettre. C'est vrai que je suis ravi de faire en tout cas la conférence avec Sophie Van der Linden, dont je lis les écrits depuis longtemps et qui sont passionnants sur la littérature jeunesse en général, et puis l'analyse avec une grande finesse, et je pense que ça va beaucoup apporter à cette conférence. Et c'est vrai que vous l'avez dit, le 19e, c'est quelque chose qui revient très souvent dans mon travail, et sans doute c'est à cause d'Alice. C'est-à-dire que j'ai eu deux espèces de phares qui sont arrivés lorsque j'avais une dizaine d'années, et il y en a un ma sœur qui est là, qui ressemble d'ailleurs un peu à Alice, et qui m'avait mis dans les mains Alice au Pays des Merveilles, et ces textes-là m'ont vraiment touché et ont vraiment un peu constitué l'auteur que je suis devenu par la suite. Et c'est vrai que du coup c'est peut-être pour ça qu'il y a cette empreinte du 19e siècle.
là voilà, j'en parle comme ça, on analyse toujours les choses un peu a posteriori, c'est difficile, mais on essaye toujours parce que pour des conférences comme ici, ou quand on est interrogé pour des interviews, c'est le moment finalement où on réfléchit à ces choses-là, parce qu'elles nous viennent naturellement, c'est des goûts, c'est voilà, des choses comme ça qui vont nous toucher. En tout cas, Alice, ça a été le cas, ça a vraiment été pour moi une œuvre très importante. C'est une œuvre qui m'a réconforté. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, certains lecteurs, ou quand on m'interroge, là où j'ai répondu parce que bon, c'est le thème, les 150 ans, alors je passais ma matinée à répondre à... Les 150 ans de la première publication d'Alice. Voilà, je passais la matinée à répondre à des questions qui reviennent tout le temps, je ne l'ai pas posé d'ailleurs, ce qui est bien, mais alors pourquoi Alice, pourquoi machin, et c'est vrai que Alice est-il un livre pour enfants, est-ce que ce n'est pas dérangeant, est-ce que ça n'est pas... Ça, c'est les questions qui reviennent tout le temps, et moi c'est précisément exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'Alice, c'est un livre qui m'a réconforté. C'est-à-dire que je dessinais tout le temps, je créais des histoires, et à l'école, on aime bien qu'on dépasse pas en fait. On aime bien qu'on reste dans les classes, qu'on ne colorie pas à côté, et qu'on fasse toujours des grands soleils en haut à droite, et puis avec une fenêtre verte, et j'aimais pas faire ça. Mais ça fait du bien en tant que critique d'entendre ça, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de livre qui ne serait pas pour les enfants. En réalité, les enfants d'abord sont très singuliers et peuvent, effectivement, vous le dites très bien, avoir aussi cet attrait pour l'étrange, pour l'écrivain. Et je pense qu'en plus, c'est souvent les parents qui font comme une espèce de barrière entre les enfants et un univers qui serait pas forcément terrifiant, son quoi, le plus singulier. Moi je pense que l'enfant aime la singularité et tout simplement parce que l'enfant a besoin de se comprendre en fait, de se comprendre face au monde. Et Alice, tout le livre traite de ça, c'est-à-dire qu'Alice, c'est un personnage qui, tout au long du livre, va se questionner sur son identité, sur elle-même, sur qui elle est. Elle ne sait même plus si elle est encore une personne ou non. Elle change d'échelle tout du long du livre. Et quelque part, Alice, pour un enfant qui se pose des questions, et le passage de l'âge, de l'adolescence dont traite un peu le livre, c'est un passage charnière où effectivement notre corps change, grandit. C'est pour ça des fois on fait des mois, je renversais mon bol tous les matins, parce que les membres, voilà, on ne sait plus bien les utiliser. Et c'est ça en fait, Alice. Et c'est vrai que ça m'a fasciné très tôt sans savoir vraiment pourquoi. Et une fois que je me suis intéressé à l'œuvre et que je me suis aussi intéressé à Lewis Carroll, j'ai petit à petit compris pourquoi en fait cette fascination. Oui, parce que souvent vous partez d'un personnage pour construire vos livres, mais là en l'occurrence on a quasiment deux personnages. Il y a Alice, dont vous venez de nous parler, on va encore en parler, mais effectivement il y a aussi Lewis Carroll. Lewis Carroll qui est fascinant et qui reste une énigme pour beaucoup de monde, pour beaucoup d'historiens, pour beaucoup de personnes qui vont écrire des biographies sur lui, et pour même des gens de sa famille, il est resté un mystère savamment entretenu en plus parce que sa famille a voulu conserver le mythe, et parfois en voulant conserver le mythe, elle va créer une étrangeté. Par exemple, il y a toute... donc voilà, je vous ai mis quelques photos pour vous situer un petit peu l'époque, un petit peu... bon là ça va, il n'y a pas trop de petits enfants, il y a des parties du PDF dont on avait peur de pouvoir les montrer. Non, ça va, et ça devrait aller. Vous êtes tout juste assez grand, c'est bon, on va pouvoir y aller. Et donc, bon, il vivait à Oxford dans une famille et il s'est très tôt passionné pour un art qui était tout à fait tout nouveau à l'époque, qui était la photographie. Et il a photographié et il a fréquenté assidûment des enfants et en particulier des petites filles. Il n'aimait pas beaucoup les petits garçons. Il a trouvé il a beaucoup d'écrits là-dessus, comme quoi voilà. En tout cas, il était fasciné par les petites filles et donc il a fait tout un tas de photos qui ensuite, avec notre regard maintenant du 21e siècle, pose question, nous font se demander quels étaient réellement ses rapports avec ses enfants. Est-ce que il a fait plus que des photographies ou non? Alors ça reste sujet d'études sur plein de monde. Et finalement, en fait, ce dont on peut aussi prendre conscience quand on n'essaye pas d'être aussi ethnocentré, c'est que finalement, prendre des sujets comme ça, à l'anguille ou un petit peu dénudés, c'était impossible pour des sujets adultes, des femmes adultes, ça aurait été
tout à fait impossible dans la société victorienne parce que ça aurait été de l'impudeur totale, ça aurait été considéré comme de la pornographie, ce qui n'était pas du tout le cas avec les enfants. C'est pour ça que nous, on a quasiment l'effet inverse, c'est-à-dire nous prendre des enfants un peu dénudés ou dans des poses un peu alanguies, ça pose problème. Alors qu'à cette époque, c'était un petit peu l'inverse. Absolument, mais en même temps, la question n'est certainement pas là. L'un des grands mérites et grand intérêt de cette édition et de votre publication, c'est que vous enrichissez cette version d'Alice de beaucoup de documents, vous avez énormément travaillé, et dans la dernière partie, vous faites un choix, qui est vraiment un choix de lettres, essentiellement de lettres de Lewis Carroll à ses petites filles, et c'est vraiment, lisez-les avec grand intérêt, parce qu'on voit bien que ça va au-delà de ce jeu, qu'il y a un esprit de fantaisie, bienveillance, un attachement qui se dégage de toutes ces lettres. C'est-à-dire qu'il devenait un enfant. Au contact, il avait on a appelé ça maintenant syndrome Peter Pan. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était on le voit là, il est au milieu de ses enfants. C'est le moment, parce que c'était. D'ailleurs, il y a aussi une lettre d'Alice Liddell qui reparle, en fait, a posteriori, étant adulte, de cet adulte qu'elle a fréquenté, et elle explique combien il était rigide, droit, elle dit même qu'il avait l'air d'avoir un balai coincé dans son derrière, et que lorsqu'il était en présence d'enfants, tout ça s'effaçait, c'est-à-dire qu'il s'assouplissait, tout à coup il pouvait porter du blanc, il mettait des chapeaux de paille, et il racontait ses histoires, parce qu'en fait toute cette histoire, Alice au Pays des Merveilles, elle est née de cette rencontre avec Alice Liddell, mais elle est surtout née de cette prédisposition qu'avait Lewis Carroll de vouloir un petit peu amuser cette petite galerie d'enfants et leur raconter des histoires. Et c'est comme ça que pour cette jeune fille, Alice Liddell, sur l'Isis, il va raconter pour la première fois la descente d'une jeune fille qui va suivre un lapin blanc dans un terrier. Et c'est comme ça que va démarrer Alice. Alors, votre présentation parle effectivement de cette iconographie. Alors, est-ce qu'on parle des images tout de suite? C'est le début des images. Là, ça va être... Alors, on a vu, parce que ça, c'est votre image, c'est la première image du livre qui fait entrer dans le livre. Et on rentre par la photographie, en fait. Vous avez vu? C'est pour ça aussi que j'ai mis toutes ces photos avant. C'est-à-dire qu'on a une technique qui va rappeler, ça c'est de la gouache, de l'huile et du fusain sur papier. Bon, l'écran est atroce, mais vous pourrez l'avoir en bas avec de meilleures couleurs. Ça c'est censé rappeler voilà, un petit peu une technique qui oui, s'approche de la photo. Parce que, alors, la plupart des autres images sont en couleur, là vous rappelez directement la photographie, mais toutes vos images quasiment vont avoir un point commun très marquant, je ne sais pas si vous l'identifiez, c'est le flou, l'effet de flou au premier plan, et je ne sais pas si vous avez observé tout à l'heure sur la photo où les enfants étaient déguisés, où il y avait une faille, etc. Il y avait déjà cet effet de flou. Ce choix, il est très fort dans vos illustrations. Il a deux vocations. C'est-à-dire que la première vocation, c'est de donner un effet de profondeur, a fortiori, un effet de champ comme ça. Mais aussi, pour moi, il symbolise bien le livre. C'est-à-dire que le personnage passe son temps à changer de taille, comme si la focale n'avait pas le temps, en fait, voilà, de s'opposer. Et le livre aussi, il bascule tout le temps entre... Voilà, des choses assez floues, entre le net et le flou, entre des personnages qui sont très ambivalents, qui peuvent paraître très sympathiques à un moment et tout à fait monstrueux l'instant d'après. Donc, cette histoire de flou, qui n'est pas que des flous de premier plan, parce qu'il y a aussi des flous de mouvement dans certains moments, il y a aussi des flous d'arrière-plan aussi, des flous qui vont accentuer aussi parfois le sentiment que le personnage est minuscule face à un très grand espace, un petit peu comme quand on va filmer un insecte en fait. Et voilà, les flous amène, j'espère en tout cas, à tout ça. Donc on le voit, la réflexion est parfaitement étayée. J'ai le sentiment que vous étayez particulièrement votre travail à partir des premières éditions, du travail de Lewis Carroll. Je crois qu'il y a plus d'une centaine d'éditions illustrées. Je n'ai pas tout regardé. Mais c'est vrai que l'enjeu en s'attaquant à ce type d'œuvre, c'est pareil pour les petits chaperons rouges par exemple, qui sont vraiment les deux œuvres qui vont être particulièrement illustrées, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet héritage. J'ai le sentiment que vous avez fait le choix vraiment de remonter à la source première, à savoir au dessin de Lewis Carroll. C'est ça, c'est ce qui est fascinant avec cette œuvre, c'est que elle était protéiforme et c'était vraiment l'œuvre d'une vie pour Lewis Carroll. Là, j'ai mis
Je vous ai mis les différentes versions du vivant de Lewis Carroll. Ce ne sont pas des rééditions, ce sont des livres différents autour du même sujet. C'est-à-dire que tout à fait à gauche, vous avez la toute première édition d'Alice au Pays des Merveilles. Donc 1865. Voilà. Vous avez ensuite de l'autre côté du miroir, 6 ans plus tard. Et après, il a voulu republier le manuscrit original, c'est-à-dire celui qu'il avait écrit et illustré pour Alice Liddell. En lui demandant l'autorisation. En lui demandant l'autorisation, et on a d'ailleurs les lettres à la fin du livre qui fait preuve de cet échange. Et enfin, en dernier, comme si ça n'était pas assez, un Alice pour les tout petits. C'est ça, Alice adapté aux enfants, qui n'est pas mon préféré, celui-là, je dois bien dire, mais voilà, qui a le mérite d'exister. Et c'est vrai que lorsque je suis parti sur ce livre-là, c'était assez fascinant d'avoir toutes ces versions déjà du vivant de l'auteur. Lui-même, on avait un sentiment qu'il était tout le temps un petit peu en recherche en fait, hein, autour de cet univers. Il avait conscience de toucher, et il disait d'ailleurs de ce personnage quel était son enfant de rêve. Et c'est vrai que lorsque j'ai abordé le projet, j'ai vraiment voulu l'aborder, c'était la toute première image que j'ai faite sur le livre. Et c'est pas la première fois que je dessinais Alice, vous verrez plus tard en fait que j'avais... Elle fait des apparitions dans votre œuvre. C'est ça, elle avait fait des apparitions dans mon œuvre, mais c'était finalement pas l'Alice du conte, c'était un peu l'icône pop Alice. C'est-à-dire l'image qu'on s'en fait et effectivement le raccourci qu'on fait très souvent de dire la vraie Alice, c'était Alice Liddell. Alors qu'en fait, effectivement, quand on se plonge plus précisément dans l'œuvre, on se rend compte que justement, pas du tout. C'est une pure invention cette Alice, et elle est le mix de plusieurs enfants, et elle est vraiment l'enfant rêvé en fait de Lewis Carroll. Là je vous ai mis quelques croquis du tout début, comme ça vous voyez un petit peu ma façon de travailler. Donc là c'était un peu particulier.